Bien, bonjour mes amis, la fin de l'année approche et comme d'habitude, lorsqu'une fin d'année approche, on fait des bilans. Alors je ne vais pas déroger à la règle, donc je vais faire pareil, mais je vais essayer aujourd'hui d'avoir une approche un petit peu différente, hein. Donc j'espère que ça vous plaira. Nous allons donc parler, essayer d'évoquer, on va ici, voilà, nous allons prendre un petit avion, hein. Et puis, vous montez à bord et on va grimper à 1500 pieds, par exemple, et puis on va regarder en dessous de nous, et puis on s'apercevra qu'il y a deux lettres inscrites en grand, c'est TI, traitement de l'information. L'idée que j'ai aujourd'hui, c'est de percevoir notre métier, non plus par les micro-détails, comme nous le faisons très souvent, hein, par des perspectives limitées, mais d'une manière plus globale, en essayant de raccrocher à cette perspective plus globale les détails tout au moins qui sont importants sur l'année. J'insiste que je ne fais pas le système d'information en général, sauf de tout, ce n'est pas un cours sur le système d'information, mais c'est positionner ce qui se passe en ce moment dans notre métier par rapport, on va dire, à une grande cartographie du système d'information. Alors, je vous dis tout de suite que ça va donner quoi? Ça va donner un grand poster avec toutes nos problématiques dans tous les domaines, et puis pour chacun de ces domaines, les points bien précis pour lesquels on est amené donc à décider, développer, installer, intégrer, ce qui fait notre quotidien donc tout le temps. Bien. Bien entendu, puisque vous participez donc à ce webinaire, vous allez recevoir donc le fichier donc, de ce poster que nous allons ensuite reproduire chaque année, histoire un petit peu de positionner un petit peu l'évolution de nos technologies. Ça correspond d'ailleurs avec le lancement de notre séminaire d'état de l'art de l'informatique qui commence le 18 janvier sur 10 sessions de 3 heures et qui est un point très complet de tout ce que doit savoir aujourd'hui un responsable donc informatique. Alors comme d'habitude, si vous voulez bien, on va donc partager mon écran. Voilà, donc vous êtes ici à bord, hein, on n'est pas très haut, on est 1500 pieds, donc, mais bon. Et on voit les choses quand même un tout petit peu différemment. Alors, je crois que c'est une approche qui n'est pas très naturelle, ça. Généralement, on a plutôt à traiter un problème bien particulier, et puis bon, on ne se préoccupe pas véritablement de ce qui se passe ailleurs. Moi, je vous invite à quand même monter d'un niveau et de regarder les choses. Alors, bien sûr, on ne va pas tout traiter dans le détail, mais ce qu'il faut, c'est raccrocher les problématiques que nous avons avec les grands pavés, et je vais en présenter 6, hein, les grands pavés. J'ai fait des choix, évidemment. Parmi, disons, les domaines ou les évolutions techniques aujourd'hui, pas seulement techniques, hein, qui me semblent poser problème, pour le voir avec nos clients, pour le voir avec l'expérience que je peux avoir. C'est un choix. Alors évidemment, comme tout choix, il est évidemment contradictoire. Alors, je vais donc traiter, comme je vous l'ai dit dans votre invitation, donc l'architecture globale du système d'information. Ce n'est pas uniquement du matériel, hein. On va traiter donc la perception du système avec 4 grands domaines plutôt, plus 2 annexes sur lesquels donc je n'insisterai pas, mais qui feront partie donc du poster que vous allez recevoir. Donc, on va regarder d'abord un schéma bloc, hein, un schéma bloc du système d'information avec donc les grands domaines que j'ai choisis. Ensuite, on va s'intéresser à tout ce qui concerne les architectures matérielles et logicielles, mais plutôt orientées système, hein, pas applicatif, hein, donc tout ce qui est vraiment infrastructure matérielle et logicielle dans tous les domaines. Ensuite, on verra, on va dire, le pendant de cette perception vers les architectures applicatives. Là encore, avec tout un tas donc, de choses qui nous posent problème actuellement. On va évoquer également les réseaux d'entreprise, mais pas seulement les réseaux d'entreprise, mais également les réseaux opérateurs, sachant qu'on va se servir éventuellement, pas toujours, hein, de solutions qui sont préconisées par les opérateurs que nous installons dans nos systèmes. Et je voudrais quand même évoquer assez longuement donc, les grands domaines aujourd'hui qui sont vraiment des soucis en matière de sécurité. Et ça devient de plus en plus catastrophique. Mais je n'arrête pas de le répéter, j'ai un peu l'impression de parler dans le vide. Il faudrait remplacer tout ce qu'il y a dans Internet, mettre tout à la poubelle, hein. Bon, voilà, et puis recommencer sur quelque chose de propre, parce que vraiment maintenant, ça commence vraiment à poser problème. Alors voilà donc la perception que je vous suggère donc, du
du système d'information, donc 6 grands domaines. Alors, tout ce qui est infrastructure, matériel et logiciel, alors qu'est-ce que ça va regrouper? Ça regroupe par exemple les problématiques de système d'exploitation, aussi bien sur les serveurs que sur les postes de travail, mais sur les serveurs aujourd'hui, il y a quand même des choix à faire qui ne sont pas évidents. Il y a donc la poussée de Windows, mais il y a également donc le déclin d'Unix et puis on va dire la montée en puissance donc de Linux. Mais Linux ne traite pas nécessairement donc les mêmes domaines, mais on verra ça un peu plus en détail. Il y a toute la problématique on va dire de la virtualisation que l'on oppose trop souvent à tort avec les conteneurs. Alors, c'est important actuellement parce qu'il y a un mouvement aujourd'hui. Il s'est passé des choses cette semaine avec l'annonce par Kubernetes donc de Google, qui est un système d'administration des images, pas nécessairement d'ailleurs Docker, qui a annoncé donc une décision de ne plus prendre en charge une certaine interface des images donc conteneurs Docker. Ce qui, de mon point de vue et du vôtre, en tant que chef de projet, directeur informatique, vous voyez, nous pose quand même un vrai problème, à savoir de quoi sera fait demain. Donc ça, j'y reviendrai. Je vais bien sûr, en matière de matériel, il y a un problème majeur aujourd'hui que connaissent bien nos amis québécois d'Hydro-Québec et d'autres. D'ailleurs, au passage, je vous salue très bas à Québec parce que je sais qu'il fait un petit peu froid en ce moment et que malheureusement, vous souffrez comme nous donc des problèmes de Covid. Voilà, s'ils pouvaient s'occuper simplement de ceux qui parlent anglais, ce ne serait pas plus mal. Bon, mais les francophones, ils pourraient nous laisser tranquilles. Enfin, malheureusement, ce n'est pas comme ça. Donc les IoT, c'est évidemment un aspect matériel essentiel, puisque pour moi, c'est la 4e génération des systèmes d'information. Il y aura donc des IoT, puis on peut aussi dire que non pas leur pendant, mais comme on trouve beaucoup de capteurs dans les mobiles, je veux dire, il y a toutes les problématiques liées aux mobiles. Dans les salles machines, il y aura donc les choix des processeurs dorénavant. Je pense que l'une des problématiques que l'on va avoir demain, mais j'y reviendrai aussi, c'est le choix du processeur de x86, donc on va dire l'architecture, on va dire Intel AMD traditionnelle, et maintenant se pose en concurrent, voire en remplaçant les technologies ARM. Donc ça fait partie. Il y a aussi tout ce qui concerne l'administration de ces infrastructures, tout ce qui est cloud, bien entendu, avec infonuage, tout ce qui est donc notre capacité aujourd'hui à porter donc dans le cloud des ressources que nous avons donc en local. Bon, moi je suis persuadé que c'est ce qui va donc dominer donc demain. Bien entendu, donc on pourra percevoir aussi ces infrastructures matérielles d'une manière plus ou moins donc globalisée. J'essaierai d'être le plus concret possible. Il y aura le problème du stockage, évidemment, les problèmes de desktop, donc de postes de terminaux. Tout ça, ça va constituer donc l'infrastructure matérielle et logicielle. Et donc à ces aspects globaux, je raccrocherai donc des points qu'il faut connaître maintenant. Parce que ce sont des points quotidiens sur lesquels nous devons nous positionner et pour lesquels il faut décider. Donc, vous voyez, par rapport au matériel et logiciel, il y aura donc l'équivalent. Donc, pour tout ce qui est donc application, cette fois-ci, alors ça va concerner les langages, les architectures applicatives. Et je sais qu'il y a des choix à faire aujourd'hui. Il y en a beaucoup, entre les SOA qui ne marcheront jamais et puis les MSA qui posent aussi d'autres problèmes, mais qui sont quand même plus, on va dire, on a plus de confiance, on va dire, dans les microservices que dans des architectures dont la granularité est trop importante, comme les SOA. Bon, il y a les interfaces homme-machine qui changent beaucoup aujourd'hui avec l'arrivée donc du vocal. Il y a tous les frameworks et les API qu'il faut choisir. Et aujourd'hui, on passe son temps finalement à faire des comparaisons entre Angular et React. On n'en finit plus, quoi. Donc, vraiment, c'est compliqué. Le problème aujourd'hui, d'ailleurs, ce n'est pas les langages quand on fait du développement, mais c'est véritablement les API. La gestion de projet, avec la montée en puissance donc, de Scrum, j'en dirai quelques mots aussi, les nouveaux domaines applicatifs, je pense en particulier à blockchain et à l'intelligence artificielle, qui sont des domaines que nous commençons seulement à aborder. Il ne faut surtout pas croire que nous avons une maturité dans ces domaines, parce que ce n'est pas vrai. On ne fait que commencer. On en a pour un moment. Les bases de données. Alors, les bases de données, c'est tout à fait essentiel. On voit arriver maintenant une 5e génération de bases de données. D'ailleurs, nous avons travaillé récemment avec Hydro-Québec sur ce sujet, avec des lois spécifiques, le mode actif-actif, des bases distribuées. Et donc, ça va vraiment très vite maintenant. Et donc, les applications, les besoins en IoT, vous voyez, donc, nous amènent à considérer les données réparties d'une autre façon, ce qui pose à la fois des problèmes logiques d'ailleurs,
de constitution logique au niveau des bases de données, mais également au niveau du stockage physique, dès qu'on touche sur les volumes élevés. Bien entendu, ça correspond donc à la science des données, avec les problèmes de qualité, les problèmes de gouvernance, tout ça. Et puis donc, également les logiciels. Il n'y a pas que du développement ici, il y a tous les logiciels métiers. Ça constitue donc une nébuleuse dans laquelle il y a énormément de choses. Vous voyez, on peut considérer que ce sont des galaxies. Le troisième domaine que l'on va regarder, c'est le domaine réseau et applications. Bien entendu, je le découpe en deux, avec les réseaux d'entreprise et, on va dire, les réseaux opérateurs. Mais là-dedans interviennent quand même des réseaux un peu particuliers, qui sont des réseaux de type LP1, par exemple, pour connecter des capteurs entre eux. Mais c'est quand même important tout ça, parce que là encore, ça évolue beaucoup. On voit arriver aujourd'hui Wi-Fi numéro 7, quand même 30 gigabits par seconde nominal. Vraiment, ça devient un turbo, ce truc-là. Et donc, quelle solution faut-il choisir du point de vue architecture entre du Wi-Fi local, ou bien choisir une solution, mettons, de partage de fréquences cellulaires, ou bien avoir carrément des cellulaires privés, comme maintenant ça commence à se faire. La sécurité du TI, ça sera quelque chose d'essentiel, avec différents aspects, bien sûr. Tous les problèmes habituels, toutes les attaques dont on peut être l'objet, mais vu quand même, encore une fois, on est à 1500 pieds. On ne va pas être là en train de regarder le bit 14 du PSW 32 bits, c'est pas ça. Vraiment, ce qui nous intéresse, c'est de voir, moi je suis chef de projet ou directeur de TI, et donc où est-ce que je dois porter mon intérêt? Je suis tellement sollicité que je ne sais plus où j'en suis. Et c'est ça que je voudrais un petit peu décoder. Alors là-dedans, il y aura aussi, je l'intègre également les problématiques donc, de chiffrement. De chiffrement et de cryptographie, vous voyez, tous ces aspects-là, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même très délicat, avec la remise en cause de la cryptographie quantique, avec l'arrivée maintenant d'une autre technologie qui serait paraît-il, remplacer donc la cryptographie quantique, qui d'ailleurs n'est pas une technologie de chiffrement, mais une technologie de distribution de clés, ce qui n'est pas pareil. Et donc, on va arriver donc la cryptographie elliptique maintenant. Alors là, on part dans des délires mathématiques, eh bien, ça commence à devenir un tout petit peu délicat. Puis il y a tous les problèmes d'habilitation, d'accès, d'autorisation, d'annuaire LDAP, de gestion d'identité, etc. Je mets tout dans un grand paquet qui est celui finalement de la sécurité. Parce qu'au fond, si je donne des droits à un utilisateur en respectant par exemple la règle du moindre privilège, c'est quand même pour garantir la sécurité de l'ensemble. Vous voyez, je suis à 1500 pieds, je ne cherche pas donc à être trop bas. Bon, il y a deux domaines que je ne vais pas aborder aujourd'hui, mais peut-être ça fera l'objet d'un autre webinaire. Tout ce qui concerne donc la recherche aujourd'hui, alors ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup, mais je dirais que ça n'avance pas très vite, bizarrement. Par exemple, dans le domaine des mémoires, on a vu arriver des mémoires qui sont à la fois donc, stockage et puis l'équivalent d'un disque, si vous voulez. Donc, ce sont des mémoires qui sont non volatiles, ce qu'on appelle les NVM, c'est important. Mais je trouve qu'on est quand même un tout petit peu lent dans la prise en charge de ces choses-là, ou même des mémoires, disons… Et donc, ce n'est pas toujours très facile. Donc, il y a des évolutions qui se font. Par exemple, le transport, c'est pareil. On n'arrête pas d'en parler à la télévision. On fait des progrès, c'est vrai, avec des véhicules qui sont autonomes, mais qui n'arrêtent pas de se tamponner les unes les autres. Bientôt, on va faire des avions, donc je crains le pire. Encore que un avion autonome, c'est beaucoup plus facile à implémenter qu'une voiture autonome, parce qu'on est moins nombreux. Le problème, c'est que le jour où on a un petit accrochage, là, on est tous morts. C'est ça qui est un peu gênant, c'est un petit peu embêtant. Bon, donc, recherche, disons, et domaine nouveau. Et puis, il y a aussi tout ce qui concerne l'organisation du TI. Alors là, c'est le positionnement par rapport aux GAFAM, la production mal aimée donc, des directions informatiques, donc son positionnement, l'exploitation d'une manière générale, la fameuse sobriété numérique dont on parle beaucoup maintenant, à savoir donc comment nous nous positionnons de ce point de vue-là. Est-ce que nous sommes véritablement des gens qui polluent la planète? Je ne crois pas. Par contre, on peut faire des progrès. Et surtout dans la partie amont, c'est-à-dire dans la partie fabrication. Donc, mais bon, ça, j'en parlerai pas. Il y a aussi la réglementation, bien entendu, RGPD, Cloud Act et compagnie. Donc, vous voyez, je fais quelques grands pavés et je vais essayer, surtout pour les deux premiers, donc infrastructure, matériel et logiciel, plutôt système, et ensuite application et logiciel métier, ce que vous ne pouvez pas rater. Vous ne pouvez pas rater parce que de toute façon, vous allez vous retrouver en face de ça.
Alors voilà comment je fonctionne. Vous voyez, j'ai fait une espèce de schéma ici, avec, donc, je reprends les grands thèmes que je vous avais évoqués sur l'infrastructure matérielle donc, et logicielle, et je vais passer quelques instants sur chacun des sujets qui sont adjacents à cette problématique globale matérielle et logicielle système et qu'il faut traiter. Voilà. Alors, il y en a peut-être d'autres. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, il faut faire un choix. Donc, bien. Alors, je vais commencer, si vous le voulez bien, donc, les mainframes d'abord. Les mainframes, contrairement à ce que l'on nous dit, ce n'est pas des vieilles machines. Enfin, si, c'est peut-être des vieilles machines en tant qu'âge, mais je ne vois pas en quoi elles seraient aussi retardataires. En tout cas, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup aujourd'hui, même si chez IBM, ça ne représente que 3% du chiffre d'affaires global, c'est quand même une bonne partie de ses revenus. Hein. Il y en a encore beaucoup et je crois que 2021 va être sans doute l'année pendant laquelle on va vraiment se poser des problèmes de reprise du code COBOL qui tourne sur ces machines. COBOL ou alors langage de 4e génération, comme ça arrive. Hein, vous avez chez Hydro, je ne sais pas si c'est encore le cas d'ailleurs aujourd'hui, mais je me souviens qu'à la centrale de Gentilly 2, vous avez donc, puis je m'adresse à vous parce que je sais que vous êtes nombreux actuellement, beaucoup d'applications avaient été écrites en Power Builder, langage de 4e génération, et votre équipe donc, de développement était au bord du suicide. Peut-être que vous avez depuis changé le fusil d'épaule, mais il y a beaucoup d'endroits où on utilise encore on va dire des langages de 4e génération. Donc les mainframes, c'est une problématique qu'il va quand même falloir prendre en compte. Parce que, bon, on pourrait en parler du point de vue applicatif après, mais quand même, est-ce que vous êtes vraiment sûr aujourd'hui que ce que vous avez dans une data division, c'est-à-dire une description des données dans un programme COBOL, est conforme RGPD? RGPD, Règlement général de protection des données. Bon, c'est vrai, pour les nouvelles applications, les nouvelles bases de données, je veux bien. Mais quand on a une data division COBOL dans laquelle on a des trucs, on ne sait même pas à quoi ça correspond, est-ce qu'on est conforme? Alors, des fois, on n'a même pas les sources. Alors, comment on va faire? Donc, c'est un vrai problème, ça. Le problème des mainframes, il ne faut surtout pas l'éluder et surtout ne pas botter en touche et ne pas confier ça donc, à des consultants qui n'ont pas nécessairement donc, la compétence que vous avez. Donc, moi, c'est un sujet important. Dans le même domaine, disons, des architectures matérielles, on va dire, les clusters. Alors, tant du point de vue scientifique que du point de vue gestion, on va dire que l'infrastructure, on va presque dire classique maintenant, c'est un cluster. Un multicœur, mais au moins un cluster, avec des machines donc, qui vont contribuer donc, à des traitements, mais également qui vont contribuer au stockage des données. La notion de cluster, aujourd'hui, elle est vraiment essentielle. Et donc, les bases de données nouvelles, dites de 5e génération, sont des bases de données dont la vocation est d'être disséminées en mode actif-actif sur un grand nombre de nœuds. Et donc, c'est important, ces fameux clusters. Hein. Et je considère d'ailleurs qu'au fond, il n'y a pas une grande différence entre les architectures, on va dire, multicœurs, mettons des multicœurs GPI, avec donc des cœurs de chez NVIDIA. Il y a quand même un petit peu la même approche. Ça pose des problèmes matériels, mais également des problèmes d'évolution, par exemple, et ça pose aussi des problèmes de développement. Donc ça, c'est une notion, quelque chose qu'il faudra mettre dans un coin de sa tête. Les cartes micro, tout ça c'est un petit peu hétérogène, vous allez voir. Les cartes micro, pourquoi je mets ça? Ce sont les Raspberry Pi et autres, et équivalents Arduino. Ce sont des machines, alors vous me direz, qu'est-ce que ça vient faire dans notre galaxie hein, du TI de notre entreprise? Eh bien, ce Raspberry Pi ou équivalent, ce sont des petites machines qui ont une qualité extraordinaire qui est celle de la pédagogie. C'est-à-dire que quand vous achetez un machin comme ça va vous coûter une centaine de dollars ou une centaine d'euros. Quand vous achetez ce truc, vous devez commencer par les monter. Et ensuite, il faut mettre un système d'exploitation dedans. Ensuite, mettre des drivers. Donc, il faut redécouvrir ce que c'est qu'un driver. Et finalement, et ensuite, vous allez les programmer après. Et finalement, on se pose des problèmes qui vont être essentiels dans la gestion moderne du TI. Je considère que, si vous voulez, les cartes micro de type Raspberry Pi, à mon sens, bon, on peut s'en servir évidemment pour faire des terminaux, hein, je veux bien, mais dans la pratique, ce n'est pas tellement comme ça. Mais par contre, ça peut servir à beaucoup de choses. Et ça peut servir pour des traitements donc, de signaux, vous voyez, mais surtout, ça a une vertu pédagogique. Et donc, c'est un bon moyen
d'amener les gens à dire, voilà, on ne fait pas n'importe quoi dans le peu de mémoire que j'ai. Vous voyez, on ne se répand pas. Et donc, ça pourrait être très utile, par exemple, lorsqu'on fera après un développement sur, on va dire, sur une plateforme d'IoT. La notion de scale-out, le scale-out, là encore, c'est une problématique très machine. C'est le fait que j'en ai assez, si vous voulez, j'allais dire, bon, j'en ai assez de quand j'ai un problème de performance, de devoir changer ma machine. Ce qu'on appelle le scaling ou le scale-up. C'est idiot. C'est idiot parce que pendant 3 semaines, ça ne marchera plus et je ne peux pas travailler. L'idée, c'est que normalement, l'évolution de mon infrastructure matérielle doit se faire d'une façon très souple et sans rien arrêter, avec des ressources, par exemple, de clusters qui sont réparties entre on-premise, donc localement, et puis des ressources qui seront sur le cloud. Et je veux que tout ça, ça soit perçu comme une seule machine. Et puis, si j'ai besoin d'avoir des ressources supplémentaires, eh bien, ça va s'étendre, on dit, horizontalement. Ça, c'est essentiel. C'est essentiel parce que si un jour on arrive à traiter les big data, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais si on arrive un jour, il va nous falloir des ressources matérielles, bon, on est bien au niveau du matériel ici, donc qui soient aptes à faire ça. Bon, les machines scientifiques, c'est un cas particulier, mais un cas ô combien intéressant, qui nous montre un petit peu, justement, ce sont des clusters, hein, la plupart du temps sous Linux, avec des infrastructures de commutation à l'intérieur, donc à très très grande vitesse, et qui posent des problèmes spécifiques en termes de programmation, pas facile. Hein. Bon. Et donc c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, ces machines scientifiques ont percé les plafonds d'une manière invraisemblable. Les 2 machines les plus puissantes du monde aujourd'hui sont 2 machines chinoises. Et on est en train d'approcher les exaflops. Alors, rien que pour se rappeler un tout petit peu, dans les années 1995, c'est au Moyen-Âge, hein, un Cray One, c'était 10 gigabits par seconde. Aujourd'hui, on est sur gigaflops, instructions flottantes par seconde. Maintenant, on est sur des hexaflops, c'est-à-dire 1 million de fois plus rapide. Incroyable. Et donc, on va vers des machines qui seront des machines iotaflops, qui font avant. Vous retrouvez d'ailleurs les préfixes donc, absolument gigantesques. Donc, les machines scientifiques, on n'est pas tous en train de travailler là-dessus, mais il est possible que vous ayez, dans certains cas, à mettre du code, de grandes structures. Si vous avez des codes mathématiques un peu complexes, peut-être que vous allez les soumettre à des machines scientifiques. Bon. OCP, pour l'instant, je regarde simplement les aspects purement matériels. OCP, c'est une initiative de Mark Zuckerberg, donc de Facebook, qui a donc imaginé des architectures machines, on va dire respectueuses de l'environnement. C'est-à-dire des moyens de faire des machines plus conviviales de ce point de vue-là, plus écologiques. Et donc, ce qui a été pris au début pour une plaisanterie douteuse, maintenant n'est plus une plaisanterie douteuse dans la mesure où des cadres de développement ont été développés. Donc, il y a beaucoup de fabricants d'éléments qui interviennent là-dedans, à commencer par IBM. Hein. Et donc, c'est une architecture de construction d'infrastructures qui est vraiment très intéressante et qui se développe. Au niveau des clouds, bon, on verra peut-être un tout petit peu plus loin. Alors, regardez donc le CMDB, les problèmes de gestion, donc de cycle de vie de gestion des ressources. Ça fait quand même maintenant 40 ans qu'on n'y arrive pas. Hein. C'est pas du tout à notre c'est pas du tout à notre gloire, hein, parce que franchement, on n'y arrive pas. On nous a fait des propositions, en particulier donc avec le CMDB, donc de ITIL, qui était intéressant, c'est-à-dire l'administration à partir d'une base de données dans laquelle on mettait tout, les logiciels, les applications, les machines et tout. Bon. Sauf que ça ne marche pas, personne ne le fait. Parce qu'on n'arrive pas sans doute à faire traiter donc les données qui sont dans un CMDB d'une manière automatique. Il ne faut pas passer sa vie à rentrer des choses à la main, ça ne peut pas marcher. Il faut véritablement mettre des sondes sur les machines de manière à ce qu'elles alimentent un CMDB. Et aujourd'hui, il n'y a pas plus entre 1 et 5% des grands centres de calcul, grands centres de traitement qui ont véritablement mis en œuvre donc, des CMDB. On ne le dit pas, mais c'est pourtant la réalité. Donc, vous voyez, hein, la gestion des environnements hétérogènes, aussi un vrai souci. C'est un souci, entre autres, au niveau des systèmes d'exploitation. Aujourd'hui, comme je le dis très souvent lors des webinaires, notre métier, vous êtes électricien, je suis pharmacien, vous êtes distributeur, mais notre rôle n'est pas de démarrer des machines et de faire la distinction qu'il y a entre Windows et Linux.
Ça, ce n'est pas mon problème. C'est le problème des fabricants. Moi, les électriciens d'Hydro-Québec ne nous disent pas comment ils ont implémenté et construit donc leur transformateur. Mais là, c'est exactement la même chose. Et donc, on se doit malheureusement quand même de traiter la problématique des environnements hétérogènes, ce qui ne me semble pas, je ne comprends pas. Ce n'est pas mon métier de faire ça. Du côté de ce qu'on appelle le PUE, c'est ce qu'on appelle l'efficacité de consommation électrique. Alors, le PUE, c'est le rapport qu'il y a entre le nombre de kilowattheures que vous amenez dans votre centre et puis le nombre de kilowattheures que vous consommez réellement sur les serveurs. On dira qu'un PUE, on va dire de 3, ça veut dire que vous amenez 3000 kWh à l'entrée, et puis vous en consommez que 1000. Et puis le reste, ça part, on ne sait pas trop où. Vous voyez, donc la climatisation, des prises électriques qui ne sont pas forcément bien isolées, enfin tout un tas de trucs, 3000. Aujourd'hui, on en est à peu près, en général, dans les centres de calcul, plutôt entre 1,8 et 2. Donc il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais ça s'améliore. Ça aussi, c'est une problématique qui est importante, qui d'ailleurs est intégrée dans un autre néologisme que j'ai indiqué ici, qui s'appelle DCIM, qui est une approche sur la construction des centres de calcul. La construction, donc, l'organisation des machines, leur consommation, leur regroupement, etc. Ça, c'est des choses qui sont, c'est vrai, c'est le cambouis. Je reconnais que c'est le cambouis de notre métier. Mais il faut quand même le faire. Où on met un serveur? Comment on fait? Combien est-ce qu'il dégage? Ça veut dire quoi? Et donc, le PUE est une notion qui est vraiment importante. Bon, les IoT, les capteurs intelligents que l'on a évoqués donc, un petit peu précédemment, je vous dis, c'est notre souci donc, de demain. Vous allez avoir dans vos directions des gens qui sont des spécialistes des capteurs. Et il y en a des centaines de milliers, hein, encore beaucoup plus que de formes d'ordinateurs. Donc, avec des systèmes d'exploitation dedans qui sont bien spécifiques, qui sont des RTOS, donc des systèmes temps réel, avec des caractéristiques de mémoire qui sont très faibles, parfois, pas toujours, hein, mais parfois. Et donc, c'est une nouvelle spécialité. Ça. Si j'étais encore DSI maintenant, eh bien, je créerais un poste pour ça, en mettant des personnes qui sont à la fois un peu électronicien sur les bords, vous voyez, ou quelqu'un qui a un peu un passé, disons, sur un Raspberry Pi, ça me paraîtrait une bonne idée. Et donc, c'est quelque chose qui rentre maintenant dans notre giron, on va dire, dans notre périmètre. Bon, les PC, les tablettes, smartphones et terminaux, ça fait partie du courant, bien évidemment, hein, ça, vous connaissez ça parfaitement. Le stockage, pareil, on a toujours des soucis de stockage aujourd'hui. J'ai évoqué le cas des NVM, qui sont des mémoires non volatiles, mais qui ne sont pas non plus répandus partout. Hein, et les systèmes d'exploitation ne les reconnaissent aujourd'hui que depuis peu de temps. Hein, maintenant que depuis peu de temps. Donc, c'est quand même encore une autre problématique à traiter. Le choix alors x86 et ARM, j'avais eu l'occasion de dire qu'on est arrivé un peu à la croisée des chemins maintenant. Et que je ne pense que c'est une mauvaise idée que de penser qu'Intel est éternel ou que AMD est éternel. Je pense qu'Intel a fait beaucoup d'erreurs, et en particulier en restant des compagnies d'ingénieurs, ce qu'ils sont brillants, je ne dis pas le contraire, mais ils n'ont pas su, on va dire, s'imposer dans des domaines qui pourtant pour nous sont essentiels. Les mobiles, les capteurs, vous voyez, donc des choses qui sont nouvelles. Et donc on reste sur une architecture qu'on pourrait considérer comme obsolète. Alors bien sûr, je force un tout petit peu le trait, on est d'accord, mais comme dans vos entreprises à vous avez un très grand nombre de serveurs x86, comme j'ai déjà dit lors d'un webinaire précédent, je pense que l'un des sujets qu'il faudrait également traiter autour de ces problématiques d'infrastructures matérielles, eh bien c'est celui-là. Au moins à long terme. Est-ce qu'on va prendre de l'ARM ou pas, hein, vous voyez. Et puis il peut y avoir aussi des surprises. Comme ARM a été racheté par NVIDIA spécialiste, donc on va dire, des processeurs graphiques, NVIDIA peut parfaitement demain être un concurrent crédible face à Intel, qui aujourd'hui ne me paraît pas très crédible. Pas très crédible. Même s'il y a des évolutions dans le jeu d'instruction, je ne dis pas le contraire, mais ils ne sont pas présents là où ils devraient être. Et beaucoup de directeurs informatiques maintenant se posent des questions donc, sur ce sujet-là. Encore donc un domaine qu'il faut regarder. Les IAC, c'est plutôt on va dire ça, c'est le cheminement. On est parti des mainframes, ensuite on est allé sur des machines, sur des gros serveurs, ensuite on est allé sur le cloud. Et maintenant, quand on parle d'IAC, on parle de réservation de ressources pour un chef de projet ou pour un développeur.
Et cette réservation de ressources qui peut se faire, par exemple, c'est la même chose qu'on peut faire sur un cloud, on peut le faire en local. Ça se fait par des programmes, mais non pas, c'est pas dans le même programme que la personne a développé, mais c'est dans du codage externe qui permet de réserver sur mes serveurs à moi localement, qui me permettent donc de réserver les ressources dont je vais avoir besoin. C'est une évolution qui est extrêmement intéressante et qu'il faut savoir donc maîtriser. L'hyperconvergence, donc c'est effectivement la convergence, on va dire, de toutes les solutions vers, on va dire, une interface logicielle, SD-WAN pour les réseaux, mais également la convergence et l'hyperconvergence pour nos machines, parce que demain, mais déjà maintenant, hein, l'administration donc des ressources, elle ne va plus se faire autrement que par des interfaces logicielles et par une interface web. Hein, ça sera comme ça, ou c'est comme ça. Et donc, c'est vraiment essentiel. Mais quand on vient d'un peu loin, apprivoiser l'hyperconvergence, ce n'est pas toujours d'une évidence totale. Hein. Bon, les machines quantiques, j'ai souvent dit, hein, j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, j'y crois pas pour l'instant. Je ne crois pas. On n'arrête pas de nous éblouir à la télévision en nous parlant de maturité donc, quantique, en nous bombardant donc, de principes d'Heisenberg. Ouais. Non, la réalité, c'est que j'attends de pouvoir travailler correctement avec des API. Ça commence à venir, c'est vrai, chez Google et chez IBM. Mais j'attends aussi d'avoir des machines qui vont durer plus que de quelques nanosecondes. Garder l'état stable d'une machine quantique, ça n'a rien d'évident. Et je vous dis, j'ai toujours en tête l'idée que la machine de Turing, on n'a jamais réussi à la fabriquer. Ce sont des clones, mais ce n'est pas la machine de Turing. Et je pense que c'est tout à fait possible qu'un jour on se dise, bon, ben, finalement, le principe quantique n'est pas utilisable. En tout cas, avant d'aller admirer donc, les performances fantastiques qu'il peut y avoir derrière ça, je crois qu'il faut être un tout petit peu prudent. Bon, puis il y a d'autres aspects. Hein, bon, les villes intelligentes, bien entendu, c'est les capteurs. Et là encore, je crois que sur les villes intelligentes, on a été beaucoup trop vite. On a cru qu'on a mis la charrue avant les bœufs, et on a cru que tout allait se résoudre tout seul. Mais ce n'est pas uniquement un problème de matériel, c'est aussi un problème de modélisation, et donc un problème, on va dire, de codage, hein, et surtout d'intégration de l'ensemble des éléments d'une ville dans un modèle, ce qui n'existe nulle part. Bon. Oui, donc différents aspects. Alors, Ethernet, bien sûr, vous connaissez bien. Hein. Au niveau des clouds, juste, et je passe donc ensuite à la partie applicative, mais je vous donne que quelques idées. Hein. Maintenant, on peut vous parler également donc, des containers. Alors, quand même un mot sur les containers. Depuis quelques temps, vous avez pu remarquer que moi, je suis un peu inquiet parce que 80% des entreprises de la planète ont beaucoup investi sur les containers de Docker. Très bien. Sauf que Docker est une petite entreprise de 250 personnes et donc qui est une entreprise franco-américaine. D'une certaine manière, on peut dire que le franco est un peu gênant là-dedans, enfin, tout au moins aux yeux des Américains. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le patron donc, de Docker est parti hein, en 2018, Solomon Hykes, hein, qui est un Français franco-américain. Mais surtout, ce qui est inquiétant, c'est que Docker n'a jamais réussi à imposer son outil d'administration Swarm. Or, les entreprises, bien sûr, ont des images Docker implémentées, installées, mettons, sur des clusters. C'est le cas. Et donc, il faut les administrer. Or, l'outil qui a permis d'administrer donc, ces images Docker, c'est Kubernetes. Et Kubernetes, c'est donc, à l'origine, c'était Google. Maintenant, c'est le CNCF, c'est-à-dire un organisme, on peut dire les choses comme elles sont, hein, noyauté quand même par Google, mais qui fait un peu la pluie et le beau temps dans ce domaine. Or, cette semaine, le CNCF donc, et Google derrière ont annoncé qu'ils ne supportaient plus l'interface spécifique Docker pour on va dire, appeler une image Docker. Alors, ce n'est pas un drame, parce qu'il y a des solutions de remplacement qui ne posent pas beaucoup de difficultés. Mais c'est quand même un signe. C'est quand même un signe parce que d'abord, il y a d'autres images que Docker et il ne reste plus qu'une chose à faire. C'est-à-dire que si demain Kubernetes dit « moi, je veux travailler que sur telle et telle image et en particulier sur la mienne », ça veut dire que celle de Docker va devenir dépréciée. Je pense que donc c'est un peu comme x86, ça fait partie des problèmes qu'il faut traiter aujourd'hui parce que ça pourrait nous réserver de graves surprises demain, d'autant plus que, comme je vous l'ai dit, 80% aujourd'hui des installations sont faites avec Docker. Et on l'avait vu venir, hein, ce truc-là. Hein, c'est quelque chose
on sentait bien, disons, depuis 1 an ou 2, c'est David et Goliath, vous savez, avoir une petite entreprise face au monstre Google, un jour ou l'autre, on passe à la caisse. Il aurait fallu, et ça, je pense que l'erreur stratégique de Docker a été la suivante, ils n'ont pas été rachetés. Ils ont été rachetés par un illustre inconnu qui s'appelle Mirantis, que personne ne connaît, même pas ma grand-mère. Donc, je veux dire, non, c'est pas sérieux. Quand vous équipez 80% des centres de calcul aujourd'hui, on ne se fait pas racheter par Mirantis, on se fait racheter par Microsoft ou même par Google. Mais en tout cas, là, il faut pouvoir garantir la pérennité des solutions, des installations donc des clients. Et vous commencez à voir fleurir maintenant des préconisations du genre Docker fuyez. Vous voyez. Bon, enfin, j'imagine que vous avez un avis là-dessus. Pour terminer sur cet aspect donc matériel, les clouds, bon, vous avez bien vu ce qui se passe avec les clouds. On est maintenant manifestement parti vers les clouds hybrides, donc avec des abonnements, des ressources réparties sur différents clouds. Bon, ça, c'est une certitude. Tous les systèmes ne sont pas compatibles avec ça. C'est un peu dommage. Azure fait de la résistance de chez Microsoft. Il faudrait peut-être que Microsoft admette un jour qu'ils ne sont pas là uniquement pour gagner des milliards, mais également pour équiper leurs utilisateurs. Le fait d'être incompatible, je trouve que c'est malhonnête. Et donc, ce n'est pas une bonne chose. Il faut nous, on veut travailler avec différents clouds, ne serait-ce que pour garantir, par exemple, la sécurité, pour pouvoir passer de l'un à l'autre. Aujourd'hui, c'est encore extrêmement complexe pour faire ça. Ce qui ne va pas dans le monde des clouds, c'est d'une part les standards qui, à mon sens, ne sont pas bons. Tout au moins, je trouve qu'OpenStack ne remplit pas, disons, les objectifs qui étaient les siens. Et ce qui fait qu'on voit apparaître plein de standards, dont d'ailleurs chez Microsoft avec Azure Stack. Bon, et puis surtout, également les fameux clouds souverains. Alors, les clouds souverains, qui est une plaisanterie douteuse, qui consiste à dire je vais installer mes applications, je demande des ressources matérielles, machines virtuelles, sur un cloud, mais qui est aux couleurs canadiennes ou aux couleurs françaises, vous voyez, ou britanniques. C'est complètement ridicule. Les grands prestataires de cloud, c'est donc Google, Oracle, Microsoft, et puis surtout Amazon. Bon, si vous êtes en face avec ridiculement petit, je ne suis pas sérieux. Alors, il y a une initiative qui vient d'être prise il n'y a pas très longtemps avec un éditeur important, pourtant français, qui s'appelle Atos, et qui s'est associé d'ailleurs avec l'un des grands, donc, du cloud. Mais à mon avis, c'est trop tard. Pour nos amis européens, il aurait fallu faire ça bien avant. Et on a manqué de lucidité et on n'a pas compris que le monde est en train de changer. C'est pourtant, ce n'était pas faute de l'avoir dit. Bien, donc j'avance quand même. Alors, du côté, donc, la partie système d'information, du côté applicatif maintenant. Alors, là, on est sur les applications, bien entendu, tout ce que je vous avais dit tout à l'heure. Bon, quels sont les éléments qui me paraissent importants? D'abord, les architectures. SOA, je vous dis, c'est plus qu'une plaisanterie douteuse, je trouve que c'est vraiment malhonnête. Parce que ce qu'avait dit donc, le Gartner donc, en 2004 était plus qu'une hérésie, c'était vraiment quelque chose qui n'avait pas de sens. Vouloir faire des architectures, des systèmes d'information métiers, en se basant sur des services métiers de forte granularité, j'ai bien dit uniquement métier. Moi, je ne reprends que les termes du Gartner. Eh bien, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Vous pouvez le faire dans un domaine, effectivement, dans un domaine limité, mais pas pour une entreprise complète. Par contre, aujourd'hui, ce qui paraît plus intéressant, c'est le développement des applications en mode MSA, c'est-à-dire avec des microservices. Ce qui ne veut pas dire pour autant que tout soit simple. Et donc, parmi les problèmes que va récupérer donc, mon responsable ou chef de projet, eh bien, il y aura celui de trouver les bonnes API et également les bons outils d'orchestration des microservices. Et c'est surtout là que c'est difficile, orchestrer et non pas chorégraphier. Bon, on a maintenant les problématiques, c'est quoi? C'est le web PWA. Le web PWA, c'est le fait d'embarquer dans un navigateur Internet des applications qui sont presque aussi rapides que du natif. C'est particulièrement intéressant donc, pour les mobiles. Alors, il y a un certain nombre de solutions qui arrivent, entre lesquelles aujourd'hui, il faut décider. Vous voyez, ici également, on parle de moteur de règles. J'ai dit plusieurs fois que c'était une intention qui existait autrefois, mais qui maintenant a un peu disparu. C'était donc de dire il y a des événements de gestion qui se produisent, ça correspond à des règles pour les traiter, et
Donc, il y a du codage, il y a du code à faire pour chacune de ces règles. Lorsque l'événement se produit, eh bien, il suffit d'associer donc le code qui correspond à chacune de ces règles, et on construit en temps réel, on va dire, l'exécutif qui va correspondre à l'événement. IBM était très, très porteur dans ce domaine, puisque il y a quelques années, ils avaient d'ailleurs acheté pas mal de compagnies, dont Iona, qui était une compagnie très, très célèbre dans ce domaine. Mais plus personne n'en a parlé après. Et bien, ça change maintenant. C'est en train de revenir au goût du jour avec des systèmes qu'on appelle des BRMS, et qui sont un peu fondés sur la même idée. Et donc, ça fait partie des choses que vous, qui êtes chef de projet, vous qui êtes directeur donc, du TI, vous allez donc regarder maintenant, une espèce de résurgence du passé, mais avec des solutions quand même qui sont beaucoup plus modernes. Bon. On voit arriver donc des nouveaux paradigmes, bien sûr, tels que la réalité virtuelle et la réalité augmentée d'une façon absolument phénoménale. Hein. C'est tout à fait, on a fait vraiment beaucoup de progrès, en particulier sur la réalité virtuelle. Quand on compare avec ce qui se faisait en 1994, tout à fait au début chez Apple, des scènes qui ne ressemblaient pas à grand-chose. Hein. Quand on voit ce que l'on fait maintenant, quand même, ce n'est pas tout à fait pareil. Et puis la réalité augmentée, le fait de mettre sur une scène réelle donc autre chose, et je pourrais même ajouter les hologrammes. Les hologrammes, donc, qui sont on va dire une instantiation d'un phénomène physique que sont les interférences, on peut faire des choses du point de vue, vous voyez, présentation absolument fantastique aujourd'hui. Bon, bien entendu, il faut avoir des ressources sur les machines ou sur nos postes de travail capables de les traiter. Mais aujourd'hui, il faut aussi, par exemple, sur la réalité virtuelle, il faut quand même encore des casques, mais bientôt, ce ne sera plus le cas. On va les avoir dans les lunettes. Donc, on commence à le faire dans certains laboratoires. Donc, on commence à faire des applications qui sont interprétées et, on va dire, exécutées dans les lunettes, dans les branches des lunettes. Et donc, vous voyez à travers les verres, vous voyez des choses ahurissantes. Et donc, ça, c'est vraiment des domaines très intéressants. Du point de vue de l'architecture, maintenant, donc c'est quand même l'essentiel de notre sujet, des architectures donc applicatives, on voit, ça n'arrête pas de changer aujourd'hui. Alors, on est passé des RPC au protocole XML SOAP pour la sollicitation. Ensuite, on a dit, bon, ben, on va quand même s'arrêter maintenant avec REST, donc l'implémentation des verbes HTTP. Tant que ça change encore. Maintenant, c'est GraphQL. GraphQL, donc, est une solution toujours avec d'origine Google, et qui, c'est vrai, qui manipule, on va dire, des objets qui sont des objets JSON, hein, d'implémentation JavaScript. Et donc, ça n'arrête pas de changer. Alors, aujourd'hui, le chef de projet qui doit développer quelque chose et qui établit une architecture, eh bien, il a intérêt à ne pas écouter les sirènes autour, parce qu'autrement, on va le faire changer la vie sans arrêt. Le big data, c'est une plaisanterie. Bon, on se moque de nous. Je pense que dans 5 ans, on ne parlera plus du big data. Le big data est une évolution tout à fait normale. On avait des fichiers qui étaient petits, on a eu des fichiers qui étaient un peu plus gros, moyens, puis après ça, on a eu des gros fichiers. Puis maintenant, on a des très gros fichiers. Bon, dans la mesure où on arrive peut-être à les stocker quelque part, mais là, ça pose des problèmes donc, de stockage, donc on va dire de gestion de fichiers. Ensuite, il y a des vrais problèmes d'analyse. Donc, on n'en parlera pas parce qu'on n'a pas à en parler. Je ne comprends pas on va dire ce discours marketing qui est fait en nous disant prenez beaucoup de données, vous prendrez des bonnes décisions. Mais c'est débile, ça n'a aucun sens. Donc, je prends tous les paris aujourd'hui, dans 5 ans, on n'en parlera plus. De même qu'on ne parle plus aujourd'hui d'architecture qui sont un petit peu maintenant obsolètes. Alors, au niveau applicatif, donc dans le cloud, bon, ça ne va pas changer beaucoup maintenant, mais on va de plus en plus sur le mode SaaS, et donc et pour le développement, donc utiliser des ressources en mode PaaS. Écoutez, chez vous ou chez nous n'aurons plus de ressources pour faire du développement. Franchement, on n'a vraiment aucun intérêt à le faire. On les met là-bas, ils se débrouillent, ils les font marcher, et puis ils changent de version, ils installent les API et les frameworks, et moi je développe parce que je suis pharmacien. Comme je suis pharmacien, je traite des problèmes de pharmacie, et pas des problèmes, vous voyez, chacun son travail. Donc le PAS, évidemment, va donc s'installer. L'urbanisation, maintenant, d'une manière générale, est quelque chose qui est devenu essentiel. On l'a dit, un mot sur le SOA qui est une erreur, mais les MSA qui sont extrêmement intéressants pour le futur. Mais donc, les web services, c'est déjà une forme, on va dire, d'urbanisation, de réutilisation. On est quand même
dans notre métier, on est quand même bizarre. On est les seules personnes qui faisons quelque chose, on ne peut pas s'en resservir. Comme si je fabriquais une assiette, mais je ne peux m'en servir qu'une fois. Sauf si c'est du carton, bien sûr. Mais c'est quand même, ça n'a pas de sens. Et ce que disait Robert Solow, donc il y a un certain nombre d'années, prix Nobel, il disait qu'on est quand même très mauvais. Et donc c'est vrai, il faut réutiliser. Donc les web services fondés sur des mécanismes souvent XML ont eu, et encore aujourd'hui, donc beaucoup de succès, mais maintenant on voit apparaître autre chose, les web components par exemple. Ce sont des composants HTML, vous voyez, HTML avec du JavaScript dedans, et qui viennent, ces composants HTML, avec leur propre modèle DOM. Je rappelle pour ceux qui ne développent pas trop que le modèle DOM, c'est à la fois la description donc, des pages, avec la window, document, les champs, les machins, et tout ça, et puis également les éléments qui sont associés donc, à ces éléments d'une page. Et bien, dans un web component, donc quelque chose qui est réutilisable, et bien, il vient avec son propre moteur. Et puis quand il a fini de travailler, eh bien, il repart avec son moteur. Donc il n'y a pas de pollution dans mes pages HTML. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant actuellement. Les interfaces homme-machine, femme-machine, bon, je fais attention à ce que je dis, parce que... Donc, interface homme-machine pris au sens générique du terme, eh bien, c'est en train de changer profondément avec l'arrivée du vocal qui est en train de remplacer la souris. Avant 10 ans, je pense que plus de la moitié des applications seront pilotées par la voix. Parce que c'est normal. On se parle en ce moment. Je ne suis pas en train de piloter ma souris. On se parle, même si je ne vous vois pas. Je veux dire, c'est quand même logique. Les humains se parlent. Et donc, de plus en plus, ça sera des interfaces de type vocal. Donc, il faut les intégrer, ça va donc changer. Alors, les mashups, c'est quelque chose qui n'a pas eu trop de succès. C'était un petit peu, disons, des composants réutilisables proposés donc, par les fournisseurs il y a quelques années. Autre problème que mon directeur informatique, qui, Dieu sait, a vraiment intérêt à avoir donc, des cachets d'aspirine ou de Tylenol à côté de lui. Donc, il va avoir les problèmes. S'il fait du développement en MSA avec des milliers peut-être de microservices, il va falloir qu'il les orchestre. Or, pour ça, il va donc j'espère qu'il va faire de l'orchestration et non pas de la chorégraphie, c'est-à-dire qu'il n'implémentera pas du code d'intermédiation dans les composants eux-mêmes. Donc, et par contre, pour intermédier, pour communiquer avec un autre composant, il va utiliser un bus. Or, les bus, ce n'est pas facile à utiliser, parce que chacun des bus, en fait, c'est une architecture spécifique. Et donc, ce n'est pas évident, ça. Bon, et donc, il y en a maintenant qui arrivent. Les choix que doit faire mon DSI encore aujourd'hui, toujours à 1500 pieds d'altitude, eh bien, c'est ANPQ, des choses qui sont nouvelles maintenant et donc qui ne sont pas ça. Le client serveur, il est mort, merci, Dieu ait son âme. Le client léger est mort, Dieu ait son âme aussi. Les architectures monolithiques sont mortes également. On est maintenant vraiment dans le réutilisable, on va dire, dans les clusters, voire, pourquoi pas, dans des architectures telles que Edge. J'ai indiqué ici l'architecture Edge, c'est quoi? C'est celle qui permet à on va dire, des populations de capteurs d'émettre des informations, mais qui ne vont pas directement à un point central pour être traités, mais qui sont traités par un niveau intermédiaire. C'est ce qu'on appelle le Edge Computing. Et ça se développe beaucoup. Et mon chef de projet ou le directeur informatique que vous êtes, eh bien, lui doit prendre en compte, prendre en charge donc ce genre de choses. Et puis, bien entendu, tous les patterns, les choix que vous allez faire entre modèle vue contrôleur, Hibernate, Ruby on Rails, c'est difficile maintenant. C'est vraiment très, très compliqué. Et donc, je vous dis, si vous me prenez les langages, j'en ai pas parlé, mais je ne peux pas parler tout en une heure, mais les langages actuellement, vous avez une poussée de Python. Tout le monde dit d'ailleurs, on fonce tous sur Python. Demain, je ne sais pas sur quoi on va aller, mais Python ne résout pas tout. C'est un très beau langage, c'est vrai. Mais peut-être que C++, C, voire C# ou un autre, peut-être plus intéressant. JavaScript est en train également de pousser ça beaucoup. C'est très compliqué, votre travail est difficile. Vraiment, faire un choix aujourd'hui et de dire ce choix, eh bien, je le garantis pour les 10 ans à venir, je ne mettrai pas ma tête sur le bio, parce que ça va tellement vite. Entre autres, cet engouement aujourd'hui sur Python me semble un peu délirant, parce qu'on essaye de tout faire avec Python, mais je veux dire, Python, ça reste quand même s'il y a une machine virtuelle dedans, ça reste quand même un langage interprété, quand même, qui a un certain nombre de caractéristiques qui ne sont pas forcément les meilleures. Bon, bien, vous voyez, plein de problématiques, donc, sans compter, bien entendu, donc l'arrivée maintenant dans les nouveaux domaines que sont donc, la blockchain et l'intelligence artificielle. Alors, juste un dernier mot sur l'intelligence artificielle. Ce que je vois est absolument effarant. Effarant.
les chefs de projet souvent se lancent ou des entreprises, hein, se lancent à corps perdu en utilisant, voilà, je vais utiliser telle bibliothèque en Python en général, hein, voilà, telle bibliothèque, et hop, c'est parti. Mais le vrai problème de l'intelligence artificielle, c'est pas ça. Le vrai problème, c'est comprendre ce que vous faites. On va comprendre. J'utilise un réseau neuronal. Est-ce que je fais de la machine learning? Est-ce que je fais du deep learning avec un réseau neuronal? Mon problème, c'est quoi? Qu'est-ce que je vais utiliser? C'est épouvantable, c'est la jungle. Vous avez des centaines de possibilités d'algorithmes. Quand vous voulez regarder dans le détail comment ça marche, vous vous retrouvez face à des concepts mathématiques qui sont extrêmement délicats. Donc, je veux dire, c'est pas évident, hein. Donc, il faut y aller, bien sûr, mais il faut y aller avec des moyens. Et donc, il faut être bien formé et puis surtout, avoir un background en arrière-plan. Quelqu'un qui n'a pas fait de mathématiques dans sa vie, je pense, aura beaucoup de mal à être un concepteur au niveau de l'intelligence artificielle. Maintenant, c'est vrai, programmer un organigramme ou quelque chose qui vient de l'IA avec un certain framework, une API, je veux dire, c'est pas plus difficile qu'autre chose. Mais je pense qu'il va y avoir longtemps un espace très important entre la compréhension de ce que l'on fait et réellement le codage. Vous voyez, et ça, c'est très gênant. Très gênant, mais le chef de projet, lui ou le directeur, doit quand même comprendre ce qu'il manipule. Voilà quelques problématiques, hein, donc, qui vont ajouter au fait que je vais lui offrir donc, à cette personne donc, des cachets aspirés. Du côté des réseaux, alors là, le côté des réseaux, hein, vous savez, c'est quelque chose qui évolue sans arrêt. Alors, je vous ai mis ici les grands éléments qu'il va devoir donc considérer. Alors, la propriété d'Internet, bon, ça c'est plutôt un petit peu un dada que je suis moi, depuis longtemps, à savoir, je dis que les Américains ne sont pas responsables, donc, ne sont pas propriétaires d'Internet, mais ils se comportent comme tels. En fait, beaucoup d'autres pays ont contribué, hein, bon, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Dans le domaine des réseaux cellulaires, il faut s'intéresser maintenant aux murs intelligents, c'est-à-dire que les murs de votre entreprise, dans quelques années, pas tous, rassurez-vous, hein, eh bien, vont être des capteurs d'ondes électromagnétiques cellulaires. Et donc, c'est un peu comme des routeurs, ce sont des murs intelligents. Alors, ça peut paraître assez fou, mais on est très avancé aujourd'hui dans cette technologie. Et vous verrez qu'aujourd'hui, les maisons, les bâtiments deviennent intelligents. Eh bien, je pense que les murs vont devenir intelligents dans pas très longtemps. Et donc, pour les réseaux mobiles, hein, on voit apparaître également en matière de réseau quelque chose qui va intéresser mon directeur informatique, qui est donc le fait de la disponibilité des satellites à 1200 km d'altitude. C'est donc le cas d'Elon Musk avec Starlink. Ça change beaucoup de choses, parce que les temps de latence et de connexion sont beaucoup plus faibles, par 50 millisecondes à peu près en moyenne, et donc c'est quelque chose qui va changer beaucoup, hein, en particulier pour équiper des endroits qui sont donc des zones blanches et qui ne seraient pas équipés autrement. Donc ça, c'est très important pour l'architecte donc réseau qui dépend de mon DSI. Du côté donc des réseaux cellulaires, c'est la 4G presque finie, la 5G maintenant qui arrive et donc la 6G bientôt. C'est assez fou, hein. Du côté des réseaux, on va dire locaux maintenant, en interne, le câble, pas le câble, mais le câble, et puis la paire téléphonique, ils sont quand même morts maintenant. Ça fait aussi partie donc, des choses auxquelles il faut penser. Ils sont morts et enterrés, remplacés. La seule technologie qui est crédible aujourd'hui en utilisant les paires téléphoniques, les câbles téléphoniques, c'est GFAST, qui permet d'atteindre 1 gigabit par seconde en nominal, et donc c'est quelque chose qu'il faut considérer. Le problème du partage des fréquences locales, on en a déjà parlé, c'est quelque chose d'important, c'est le fait que maintenant, et c'est un concurrent de Wi-Fi, hein, Wi-Fi 7, on est capable maintenant donc de dire j'installe un réseau cellulaire de tel type, hein, 4G, 5G, 6G, mais c'est chez moi uniquement. Alors c'est sur des périmètres qui sont souvent des périmètres, on va dire, de 10, 20, 30 km, des usines, vous voyez, des choses comme ça. Et donc, dans mon espace, je serai dans mon réseau cellulaire. Et on va partager des fréquences, hein, on va partager des fréquences locales. Et puis, il y a également donc l'utilisation de fréquences. Alors, on n'est pas dans mon réseau cellulaire, mais je vais réutiliser des fréquences mises à notre disposition à condition que je n'interfère pas avec d'autres clients. C'est la technologie américaine maintenant qui s'appelle CBRS, et mon directeur informatique, avec son responsable de réseau, doit regarder ça de près, parce que ça va être une alternative très utile et très pratique probablement
pour remplacer du Wi-Fi qui, à mon sens, est quand même à terme un peu condamné. Bon, les SD-WAN, c'est l'approche, d'ailleurs je m'aperçois que j'ai mis 2 fois les mêmes choses, donc SD-WAN, donc c'est l'approche, on va dire, logicielle des réseaux. Il va s'intéresser également donc, à la dangerosité des mobiles, parce que je pense qu'en 2021 et 2022, c'est quelque chose qui va arriver de plus en plus. On commence quand même, les langues commencent à se délier maintenant. Vous me direz, à côté du Covid, c'est pas grand-chose, mais on en parlera. Parce que le directeur informatique risque d'être considéré comme, on va dire, le coupable, hein, tout désigné s'il y a des problèmes de santé. Et il y aura au Canada, et il y aura aux États-Unis, parce que c'est un peu la mode, il y aura des attaques groupées en cas de détérioration donc, de la santé des gens. Bon, vous voyez, les LP WAN, c'est donc les réseaux donc, pour les capteurs, beaucoup de choses hein, actuellement qui constituent, on va dire, le quotidien. Vous voyez, les réseaux intracités, donc en Amérique du Nord, à 800 gigabits par seconde, c'est quelque chose qui est très intéressant hein, pour faire les passerelles entre différents établissements. Vous voyez, c'est quand même pas mal. Et on a une offre maintenant qui est en train d'arriver au terabit par seconde. Il y a quoi? Il y a 2 ans, on était encore à 100 gigabits par seconde. Maintenant, on arrive au terabit par seconde. Et vous avez, bien sûr, vous avez remarqué que la FCC américaine a déjà attribué donc, des fréquences autour du terabit par seconde. Donc, ça n'arrête pas de bouger d'une manière hallucinante dans ce domaine, y compris dans ce que j'ai mis ici, les VXLAN, c'est-à-dire des réseaux locaux qui sont des réseaux, logiciels. Hein. On fait, on va dire, la segmentation des réseaux, non pas sur l'adresse MAC des terminaux, mais sur autre chose, sur une adresse IP ou sur autre chose, ou un protocole de niveau 4, par exemple TCP ou UDP. Donc c'est une manière de concevoir des réseaux locaux qui est tout à fait différente et qui doit être prise en compte hein, par le directeur informatique. Bon, voilà, j'ai donc indiqué un certain nombre de pistes. Et puis, pour terminer, hein, donc, les aspects sécurité, moi, qui m'inquiètent évidemment beaucoup, j'ai mis ici toutes les problématiques qui nous pourrissent la vie. Hein. Alors, le vol de données, je n'en parle plus parce que bon, c'est devenu le sport national. La stéganographie, c'est le fait de cacher quelque chose dans autre chose. On vient de voir ici, ces jours-ci, dans des attaques majeures qui ont été menées comme ça. Je reçois un fichier ou une image et dedans, il y a un bout de code JavaScript ou autre chose. Et donc ça, c'est quand même très embêtant et très difficile à parer. Les ransomware et les demandes de rançon, bon, on n'en sort pas. Les attaques industrielles, les criminels sont des gens qui sont souvent motivés, pas uniquement par des questions financières, mais également pour des questions politiques ou autres. Hein. Et donc, les entreprises et les industries sont souvent fragiles. Je pense à des pétroliers, par exemple. Bon. Les attaques de type DDoS. Alors, DDoS, c'est maintenant, le déni de service distribué. C'est-à-dire qu'on va aller attaquer une cible à partir de plein de générateurs d'informations et on va pourrir la vie de la cible. On a dépassé largement maintenant le terabit par seconde. C'est-à-dire que vous recevez une rafale de plein de trucs et vous ne pouvez plus rien faire d'autre. Les chevaux de Troie, constamment. Les backdoors, maintenant c'est tout juste, on ne les apprend pas à l'école. Enfin, c'est complètement fou. Les problèmes de sécurité spécifiques des mobiles ou des IoT, les IoT ne sont absolument pas préoccupés. Or, il y a maintenant un problème majeur avec ça. Donc, on ne s'en est pas préoccupé. Bon, il y a aussi le cryptominage. Le cryptominage, c'est-à-dire qu'on nous fait faire du minage pour le compte d'un criminel. Le phishing, les attaques par force brute, un petit peu moins. Le deepfake. On va faire dire à Donald Trump qu'il va réciter le Dormeur du Val de Rimbaud. Évidemment, c'est impensable. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne l'aurais pas dit avant, ça. Maintenant je peux le dire, puisqu'il n'est plus président. Et donc, c'est le fait de faire dire à une image, à une vidéo, des choses qui ne sont pas vraies. Or, ça, maintenant, c'est excessivement compliqué de se rendre compte qu'il y a une mystification. Donc ça de plus en plus. Hein. Alors il faut quand même des moyens pour le faire. Et c'est vrai, mais quand on voit les résultats maintenant, c'est effrayant. Effrayant. Bon, phishing, cryptominage, sorcellerie, les deepfakes, le chiffrement des serveurs. Alors tout ce qui est chiffrement, il y a un certain nombre de problèmes là-dedans. IBM a beaucoup avancé, très brillant d'ailleurs ce point de vue-là. Les nouvelles machines, donc Z15 entre autres, les mainframes, sont des machines qui sont totalement chiffrées. Et il y a très peu de moments dans le
fonctionnement de la machine, du mainframe, où les données sont visibles en clair. Alors, elles le sont quand même de temps en temps parce qu'on n'a pas encore résolu un autre aspect du chiffrement qu'on appelle le chiffrement homomorphe, c'est-à-dire je traite des données qui sont chiffrées. Je ne dois pas les déchiffrer avant de pouvoir les traiter. On a fait des progrès, IBM en particulier, mais on est encore un tout petit peu loin du compte. Voilà. Donc, ce qui fait qu'il y a des moments, il faut quand même déchiffrer les données pour pouvoir les traiter. Sinon, on ne peut pas travailler. Bon. Et puis, il y aura tout ce qui concerne la gestion d'identité. Identité, c'est-à-dire avec les annuaires LDAP, les intégrés d'identité IAM, les SSO, Single Sign-On, et puis l'équivalent donc dans le reste, dans Internet. La disparition donc des mots de passe maintenant, on en a parlé dans cette enceinte ici il n'y a pas très longtemps, avec maintenant, on va dire, un contrôle donc permanent qui ne se fera pas uniquement à la connexion, mais qui sera en permanent, fait en particulier avec des données qui sont des données biométriques associées à des données cachées, telles que des clés privées, par exemple. Bon, la fédération d'identité, on voit apparaître maintenant encore quelque chose de nouveau, avec un moteur qui s'appelle JWT, qui permet de monter des solutions basées sur le paradigme JSON, donc JavaScript, et alors qu'avant, on en était encore à SAML, XML, donc ça n'arrête pas de bouger. Le chiffrement quantique, mal nommé le chiffrement quantique, parce que ce n'est pas du chiffrement, en tout cas, non, ce n'est pas du chiffrement, c'est de la délégation de clés. C'est-à-dire qu'on distribue des clés en utilisant donc le chiffrement quantique. Bon, OAuth pour des protocoles pour pouvoir me servir d'une donnée dont je ne suis pas propriétaire, ça on en avait parlé. OpenID Connect, qui est le protocole qui est assis sur OAuth, mais qui lui va traiter des problèmes de connexion, ça n'arrête pas. Honnêtement, je vous montrerai peut-être la prochaine fois donc le nom de mon poster, il est énorme, parce qu'il y a énormément de choses. Et donc aujourd'hui, le pauvre directeur informatique, il a commencé à avoir un mal de crâne épouvantable, il est en train de me demander d'aller atterrir. Vous voyez, et donc c'est quand même très embêtant. Bon, moi, je me suis contenté donc de vous donner quelques pistes. Alors, ce que l'on va faire, si vous voulez bien, donc puisque vous avez participé à ce webinaire, j'espère que je ne vous ai pas choqué parce que j'ai dit sur Donald Trump ou sur d'autres personnes, c'est une façon d'illustrer mon propos, un peu provocateur. Moi, je voulais vous donner un peu l'idée de prendre un peu de recul. Essayer de ne pas plonger tout de suite dans le détail d'un problème donné, mais essayer de prendre un peu de recul. Moi, je ne vous donne que quelques idées là-dedans. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir cette approche-là. D'abord, on est un peu plus à l'aise pour les traiter. Je trouve que c'est quand même la meilleure idée. Alors, il est 18 heures, pardon, il est midi 30 pour vous au Québec. Et donc, pour nous, il est 18h30. Donc voilà, donc j'arrive au bout de cette petite présentation, ce petit voyage à 1500 pieds d'altitude, qui est de l'altitude normale donc des petits avions légers. Voilà, donc on a vu qu'il y avait effectivement des morceaux d'UTX un petit peu inquiétants. Essayez de garder cette approche-là. Ne vous noyez pas dans les détails tout de suite. Essayez toujours d'avoir une perception du général ou particulier. Vu mon grand âge, maintenant, je peux le dire. Et c'est une approche qui est très saine, vous savez. Sinon, vous allez vous noyer dans des détails, vous n'allez pas voir, on ne peut pas comprendre véritablement quelle est la subscientifique moelle de tout ça. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'en 2021, en 2022 et les autres années, vous allez avoir, vous et moi, beaucoup de soucis. En attendant, donc, je vais vous inviter donc, pour les prochains webinaires qui auront lieu. Donc, ça sera donc le 23 décembre prochain, mercredi, la semaine prochaine. Donc, ça sera une journée comme les autres, mais seulement on sera en 2070. Et surtout, je vous invite sur le 8 janvier, où là, je vais démolir 40 idées reçues de la pensée unique. Depuis le big data, en passant par plein de trucs. Tout ce on nous sort en permanence et sans arrêt en nous disant voilà la vérité, ce n'est pas la vérité, c'est une pensée unique qui est fausse. Donc je vais essayer de vous le montrer en prenant 40 exemples et vous allez voir, c'est particulièrement ébouriffant. En attendant, donc, écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous souhaite bon courage, bien entendu, et je vous remercie encore une fois de votre aimable attention.